Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une guerre oubliée ou passée inaperçue, car faisant suite aux guerres de Louis XIV ou prenant place avant les conflits qui embrasent l'Europe et le monde par la suite. Les Anglais, avec la guerre de succession d'Espagne, ont obtenu l'équilibre européen qu'ils souhaitaient. Ils forment même une triple alliance avec la France et les Provinces-Unies. Cependant, l'Espagne de Philippe V entreprend de reconquérir ses territoires perdus en Italie au profit des Habsbourg. Elle envahit la Sardaigne en octobre 1717 puis la Sicile en juillet 1718. En août, la triple alliance se transforme en quadruple alliance avec l'entrée du Saint-Empire romain germanique qui entend bien défendre ses territoires. Partons ensemble découvrir cette guerre oubliée. Pour Philippe V, la guerre de succession d'Espagne n'est pas terminée en 1714. Le décès de Louis XIV le 1er septembre 1715 marque le début d'une période incertaine. Le rapprochement franco-impérial, tenté à la fin du règne, serait-il durable? L'avènement de Georges Ier en Grande-Bretagne annonce-t-il un nouveau conflit franco-anglais? La politique étrangère de Philippe V, Élisabeth Farnèse et Albert Rodney a fait l'objet de beaucoup d'études. L'orgueil de la reine, l'ambition géopolitique espagnole en Italie ou encore le double emploi parmesan et espagnol du Premier ministre fournissent un cadre d'explication pour l'invasion de la Sardaigne en août 1717 et de la Sicile en juillet 1718. Cependant, au cœur des revendications de Philippe V, roi d'Espagne, se trouvent ses propres droits à la couronne de France. S'agit-il d'une question juridique? Les historiens du droit, d'un côté, relègue l'affaire à l'histoire constitutionnelle du Royaume de France et conteste que le droit entre souverains ait pu s'y appliquer. Pour l'Espagne, le premier traité de droit des gens ne date que du règne de Carlos III. Au début du XVIIIe siècle, le droit est pourtant indispensable à la conduite des relations entre souverains et États. Pour paraître juste, le monarque ne peut se passer de juriste. Ce développement est retraçable jusqu'au XIIIe siècle sur le plan interne. Pas de construction de l'État royal sans homme de loi. Pour les relations avec les autres souverains, le besoin naturel d'argumentation se manifeste sur deux plans. D'abord sur le plan intérieur, afin de convaincre sa propre cour ou l'opinion des grands du royaume. Ensuite sur le plan extérieur, afin de présenter des arguments justifiant sa propre conduite en public. Cependant, le poids déterminant de l'argumentation juridique se situe dans la négociation, avant la prise de décision, dans la quête d'alliance ou dans l'analyse de la situation politique. Les traités d'Utrecht, Reichstadt et Baden avaient fixé un rapport de force favorable à la France et au Royaume-Uni. Ces deux puissances avaient réglé l'essentiel des provisions de paix en novembre 1711, lors des préliminaires conclus par Nicolas Mesnager et Henry St. John, vicomte de Bolingbroke. Philippe V, qui s'impose par les armes en Espagne, y fut maintenu comme roi. Les possessions italiennes et les Pays-Bas méridionaux échouèrent aux candidats Habsbourg grâce aux alliés qui avaient réussi à les occuper, à l'exception de la Sicile. Charles VI n'accepte pas cet état de choses et combat jusqu'au printemps 1714. Un accord bilatéral entre les deux protagonistes n'était pas nécessaire à la stabilisation de l'Europe, ni à l'imposition de l'accord franco-anglais. Sans appui français, Philippe V ne pouvait reconquérir l'Italie ou les Pays-Bas méridionaux, ni Charles VI, l'Espagne sans soutien britannique. L'union des deux puissances garante de la paix d'Utrecht scelle donc la fin des ambitions de Philippe V et de Charles VI. Au début de l'été 1717, Dubois entreprend un voyage en Hollande déterminé à suivre Georges Ier et sa cour à Hanovre. Comme les traités d'Utrecht, Reichstadt et Baden réglaient l'ensemble des relations européennes, y inclus celles avec l'empereur, l'affaire risquait de brouiller les cartes dans le Saint-Empire romain germanique. Cependant, la nécessité de trouver un appui pousse Georges Ier à conclure une alliance avec le régent Philippe d'Orléans. Le 26 août 1716, Stanhope et Dubois trouvent un accord sur un consensus. Les intérêts anglais, hollandais et français devaient être confirmés, laissant de côté la situation en Italie. En échange de cet accord, le régent devait s'engager à expulser James Francis Edward Stuart du duché de Bar. Un nouveau projet, le 9 octobre 1716, fut jugé suffisamment solide pour être présenté aux États généraux à La Haye.
où se rend Dubois. L'émergence d'une alliance avec le régent se greffe sur le conflit entre deux clans établis pour la prétention à l'Angleterre. Le roi de Grande-Bretagne n'attend pas l'accord des États généraux pour conclure un traité bilatéral. Le 28 novembre 1716, les ministres allemands de Georges Ier tentent de contrôler la politique étrangère de leur souverain, ensemble avec Sunderland et Stanhope. De multiples personnalités des Whigs, dont Robert et Horatio Walpole et Charles Townshend, s'opposent à eux. L'Act of Settlement de 1701 avait pourtant prévu l'exclusion de tout étranger d'une fonction officielle. Pour arriver à une épuration du cabinet, Stanhope utilise l'affaire Gellenborg-Gortz qui éclate en janvier 1717. L'ambassadeur suédois à Paris, Karl Gullenborg, fut arrêté à Londres, accusé d'avoir fomenté un complot avec les Jacobites et Pierre le Grand, tsar de Russie, visant à détrôner Georges Ier. L'ambassadeur suédois est défendu publiquement par son homologue espagnol, Metellon. Quel ministre étranger pourrait se fier au roi de Grande-Bretagne à l'avenir? Un ambassadeur ne gardant que les papiers de son souverain. Il n'est redevable qu'à celui-ci. Plus encore, comment interdire à un ambassadeur de conseiller à son souverain tout ce qui pourrait le servir pour l'avancement de ses intérêts? Stanhope réussit à convaincre les États généraux de se saisir de la personne de Gortz, Premier ministre de Charles XII de Suède. En guise de représailles, Charles XII fait arrêter le résident britannique à Stockholm, Robert Jackson. Georges Ier saisit l'occasion pour obtenir les crédits nécessaires à l'envoi de 30 vaisseaux supplémentaires dans la mer Baltique. Les Provinces-Unies se conforment aux traités bilatéraux existants. Le conflit entre la Suède risquait de dégénérer en une guerre généralisée en Europe du Nord. Cependant, la médiatisation française apporte le soulagement. Dubois craint que la publication d'une lettre de Gyllenborg ne suscite une hargne anti-française dans l'opinion publique britannique, comme cet écrit suggérait que la France soutenait toujours les Stuarts. La visite du tsar Pierre Ier à Paris en mai 1717 couronne le retour au calme dans la Baltique. À Londres, ce fut le triomphe pour James Stanhope, élevé au rang de vicomte. Le 4 janvier 1717, la triple alliance entre Georges Ier, le régent et les hauts seigneurs des États généraux fut signée à La Haye. L'article 5 réaffirme les garanties des titres et possessions tels que les traités d'Utrecht et de Reichstag les avaient établis. Si jamais Philippe d'Orléans put devenir roi de France, il était condamné à s'appuyer sur les traités contre les lois fondamentales qui appellent Philippe V au trône de France. La signature de la Triple Alliance assure à Dubois une place au Conseil des Affaires étrangères. Après le décès de François de Caillères, il accède à la charge de secrétaire du cabinet du roi, obtenant le droit de lire toute dépêche adressée au régent ou envoyée par lui. Dubois pouvait ainsi contrecarrer le réseau du duc d'Uxelles, président en titre du Conseil des Affaires étrangères et tenant de la diplomatie de la vieille cour de Louis XIV. L'alliance bilatérale ne visait pas directement les intérêts espagnols, mais seulement les intérêts dynastiques de Philippe V, comme petit-fils de Louis XIV. Cependant, l'empereur insiste sur l'obtention du royaume de Sicile plus prospère que celui de Sardaigne. Cette opération devait affaiblir le contrepoids savoyard installé par la couronne britannique contre la prédominance des Habsbourg en péninsule italienne. Philippe V prend ombrage de ces négociations et les considère comme une violation du droit de réversion stipulé dans l'acte de cession de la Sicile à la maison de Savoie. Les médiateurs franco-anglais s'arrogent le droit de perturber les prétentions espagnoles en revenant sur la reconnaissance formelle à Utrecht des droits de ce dernier sur le royaume de Sicile. La guerre a lieu à la suite des ambitions territoriales et dynastiques en Italie du roi Philippe V et de sa seconde épouse Élisabeth Farnèse. Comme l'ont souligné divers historiens, Philippe V, loin d'accorder aux affaires américaines l'importance qu'elles méritaient, et si le redressement de Gibraltar et de Minorque a été fixé comme objectif prioritaire, il a donné la primauté aux intérêts familiaux, parrainés par sa seconde épouse, qui sont devenus une véritable obsession. La première femme de Philippe V, Marie-Louise de Savoie, meurt au début de 1714. Le roi d'Espagne arrange immédiatement un nouveau mariage avec la princesse du duché de Parme, Élisabeth Farnèse, héritière du duché car le souverain
Du nouveau duché, son oncle n'avait pas d'enfant. Dès son arrivée à la cour à la fin de l'année 1714, la nouvelle reine montre son caractère fort et influence immédiatement le roi pour qu'il se débarrasse du parti français qui avait gouverné la monarchie espagnole jusqu'à ce moment-là. C'est ainsi que la princesse des Ursinos, Jean Haury et Melchior de Macanaz quittent la cour de Madrid, remplacés par un groupe de courtisans de la nouvelle reine, dirigé par le clerc parmesan Julio Alberoni, qui avait auparavant servi le duc de Vendôme. Il dirige la politique étrangère de la monarchie avec le double but de réviser les traités d'Utrecht en Italie, de récupérer pour Philippe V les états de la monarchie espagnole qui étaient passés à l'empereur Charles VI, adversaire de Philippe V, dans la guerre de succession d'Espagne et au duc de Savoie, et d'assurer pour le prince Charles, premier fils du nouveau mariage, la succession au duché de Parme et au duché de Toscane. Parmi les collaborateurs d'Alberoni se trouvait José Patinos, qui avait déjà excellé dans la rédaction et la mise en œuvre du décret sur la nouvelle installation de Catalogne, et qui était chargé de mettre en œuvre le programme de réarmement naval qui permettrait de mener à bien la nouvelle politique. La politique révisionniste et dynastique de Philippe V rouvre un prétexte dans les négociations engagées entre les représentants du duc de Savoie et de l'empereur pour échanger les îles de Sicile et de Sardaigne, ce qui fut interprété à la cour de Madrid comme une violation des traités d'Utrecht et de Reichstag. Ainsi, le premier objectif de Philippe V était de reconquérir la Sardaigne. Contre les intérêts de Philippe V se trouvaient la France, la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies, qui signent la Triple Alliance le 4 janvier 1717. Un an plus tard, dans le cadre de la consolidation du traité d'Utrecht, Charles VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, les rejoint, donnant naissance à la Quadruple Alliance. L'arrestation du grand inquisiteur Molénès dans le duché de Milan en mai 1717 fournit un prétexte à Philippe V pour intervenir. Les préparatifs navals et militaires de l'expédition en Sardaigne furent dissimulés sous le couvert qu'une attaque était en préparation contre les bases pirates barbaresques d'Afrique du Nord. Et cela fut communiqué au pape Clément XII. L'armada espagnole, composée de 12 navires de guerre et de 100 transports, transportant quelques 8000 soldats sous le commandement du marquis de Leyde, quitte Barcelone à l'été 1717 et le débarquement en Sardaigne commence le 22 août. Cette opération hautement symbolique signifie la rupture de la convention conclue à Utrecht entre les belligérants le 14 mars 1713, sous médiation anglaise. L'armistice en Italie n'aurait-il pas instauré une paix définitive ? C'est ce qu'on aurait pu soutenir en absence de traité de paix final entre Philippe V et Charles VI. Basil Williams faisait état d'un autre argument. Les traités ne lient ceux qui sont engagés que ceux qui, à un changement structurel de circonstances, se produisent. Cette théorie pouvant saper le principe qu'aucun engagement réciproque ne pourrait être valable. Cependant, l'Espagne s'exposait à une intervention anglaise, comme Sa Majesté est intéressée dans la neutralité et le repos de l'Italie par l'article de la garantie du traité d'Utrecht. Cette obligation directe fut également complétée par le traité de la Triple Alliance, qui garantissait l'état de possession et de prétention en Europe, ainsi que par le traité d'alliance bilatérale entre Georges Ier et Charles VI, qui offrait un prétexte d'intervention. Il était donc clair qu'une invasion de la Sardaigne entraînerait une réaction militaire anglaise étendue à la France par les événements diplomatiques que la cour de Madrid n'ignorait aucunement. Peu de constructions diplomatiques ont été si mal comprises que la Quadruple Alliance. En réalité, le binôme franco-anglais s'interpose comme médiateur entre Philippe V, l'agresseur en Sardaigne et en Sicile d'une part, et de l'autre, l'empereur. L'élaboration de cette alliance prit beaucoup de temps. Les parties contractantes ne voulaient pas réduire Philippe V à l'abandon de ses projets italiens ou à une cession de territoire. Malgré la nécessité d'intervenir militairement contre la flotte et l'armée de terre espagnole, ou encore d'envahir le nord de l'Espagne en 1719, l'article 5 du traité garantissait au fils né du second mariage de Philippe V avec Élisabeth Farnèse la succession des duchés de Parme et de Plaisance et du grand-duché de Toscane. L'adhésion de l'empereur à la Triple Alliance est donc l'obtention d'aide pour repousser l'agresseur espagnol qui s'en prenait à la Sardaigne et garantie à Charles VI par le traité. D'abord, il fallait une renonciation au trône d'Espagne,
en contrepartie d'une renonciation équivalente prononcée par Philippe V pour les possessions italiennes de la monarchie Habsbourg et pour les Pays-Bas autrichiens. Ensuite, l'empereur devait accepter l'installation à terme de Don Carlos de Bourbon en Italie, une fois que les dynasties des Farnèse et Médicis seraient éteintes, en échange de l'acquisition de la Sicile comme substitut de la Sardaigne. Don Carlos devait alors régner comme vassal de Charles VI. Alberoni et Philippe V avaient rejeté cette solution avant l'invasion de la Sardaigne. Ils jugeaient le droit effectif attribué à Don Carlos comme trop hypothétique. Les dynasties Farnèse et Médicis disposaient encore d'un successeur au prince régnant. Les réticences de l'ambassadeur impérial semblaient également très élevées, revendiquant la souveraineté de Charles VI sur le Mexique et le Pérou. L'opération semble inspirée par des logiques purement pratiques. En premier lieu, le droit incontesté de l'empereur à désigner un nouveau vassal de retour d'un fief sans héritier légitime fut entamé, comme les médiateurs imposent Don Carlos comme vassal. Ensuite, la promesse de succession à l'extinction de la famille régnante semblait uniquement dépendre du bon vouloir de Charles VI. Les circonstances pressaient l'empereur à accepter la demande, puisqu'il avait besoin du soutien de la flotte britannique et de l'armée de France pour réprimer l'invasion espagnole. Le traité de Passarowitz, libérant les forces militaires autrichiennes, ne fut conclu qu'en juillet 1718, mettant fin à la guerre de 1714-1718 entre l'Empire ottoman et la République de Venise, commencée en 1714. Le Saint-Empire romain germanique était intervenu aux côtés des Vénitiens en avril 1716. Cependant, un droit différé de succession ne restait qu'une promesse. Finalement, la renonciation unilatérale de ses prétentions à la monarchie espagnole fut une conséquence logique et nécessaire à la paix d'Utrecht. En vue de la position politique délicate à la cour du régent, Dubois s'assure du soutien de Torcy. Ce dernier était tenu au courant du déroulement des négociations. Le nouvel accord devait s'imposer par nécessité et générer l'adhésion espagnole à un stade ultérieur. Ce nouveau traité n'aurait donc pas seulement impliqué l'ascension impériale à la Triple Alliance qui garantissait le nouvel ordre établi par la France et la Grande-Bretagne, mais devait donc également résoudre les problèmes en suspens en Italie. Le 22 novembre 1717, Stanhope et Dubois soumirent un texte final le 31 décembre 1717 à Paris et à partir pour Vienne en février 1718. Une copie ultime fut expédiée aux Pays-Bas. Le 27 mars 1718, le Parlement britannique approuve l'expédition d'une flotte de 26 vaisseaux pour la Méditerranée. On ne pourrait difficilement y lire autre chose qu'un ultimatum adressé à l'Espagne. Négocier ou se soumettre. Cependant, les négociations semblaient s'enliser à Vienne, comme Charles VI passait le temps distrait par divers amusements qui consommait tout son temps et ne voulant ni signer les expéditions, ni faire remettre les projets sans les avoir lus. Si la chronologie ci-dessus dressée semble indiquer une suite favorable et logique des faits, la contingence et le caractère indéterminé de la diplomatie impériale en est d'autres. Lorsque l'invasion de la Sicile fut connue, l'empereur Charles VI décide d'entrer dans la Triple Alliance formée l'année précédente, donnant naissance à ce que l'on appelle la Quadruple Alliance, avec la signature du traité de Londres le 2 août 1718. Ils demandèrent automatiquement le retrait des troupes espagnoles de Sicile et de Sardaigne, tandis que la Grande-Bretagne déployait une petite flotte de troupes de Provinces-Unies qui assiégeaient Messine. Dans la deuxième semaine d'août, une flotte britannique aperçut l'armada espagnole près de Syracuse. Comme les Espagnols refusaient d'obéir à l'ordre de suspendre les opérations qu'ils menaient, ils ont été attaqués par les Britanniques, sans qu'il y ait une situation de guerre entre les deux monarchies, ce qui a entraîné la défaite totale de l'armada espagnole. De nombreux navires ont été coulés ou gravement endommagés et le reste a été échoué par leur propre équipage pour éviter d'être capturés. La bataille du Cap Passaro fut un sérieux revers pour l'expédition en Sicile puisque la flotte avait disparu. Les troupes de Philippe V qui occupaient l'île étaient isolées et incapables de recevoir des renforts. Philippe V proteste auprès de la cour britannique, mais la réponse fut la déclaration de guerre officielle de la Grande-Bretagne le 27 décembre 1718. Alberoni répond par un stratagème visant à mener la guerre en Grande-Bretagne. En mars 1719, une petite flotte quitte Cadix avec 6000 soldats à son bord pour soutenir le soulèvement jacobite
que les partisans de James Francis Edward Stuart allaient mener en Écosse. Mais l'opération a été un désastre, car très peu de navires ont atteint les îles britanniques avec seulement 300 soldats. L'opération de soutien au soulèvement jacobite a été organisée par James Butler, qui était en exil sur le sol irlandais. Quelques mois plus tôt, en janvier 1719, le régent du royaume de France, le duc d'Orléans, déclare la guerre à Philippe V après la découverte à Versailles de la prétendue conspiration de Selmar, ourdie à la suite des instructions de ce dernier à la cour de Versailles par l'ambassadeur d'Espagne contre le régent pour renforcer ses aspirations au trône de France. Malgré sa démission en novembre 1711, en pleine guerre de succession d'Espagne, les forces jacobites s'emparent du château d'Eliam Donan, mais rencontrent seulement un faible soutien des clans locaux. Le château est bombardé et en partie détruit par la Royal Navy le 10 mai. Le reste des soldats espagnols sont contraints de se rendre lors de la bataille de Glenshield le 10 juin. C'est ainsi qu'une armée française sous le commandement du duc de Berwick, qui pendant la guerre de succession avait combattu aux côtés de Philippe V, envahit les Pays Basques, la Navarre et la Catalogne, menaçant de se rendre à Madrid et comptant sur le soutien des Catalans et des Autrichiens valenciens, à qui il a promis l'abolition des décrets de la Nueva Planta, ce qui signifierait la restitution de leurs propres lois et institutions. De son côté, Charles VI déclare également la guerre et menace de prendre Majorque. En effet, la guerre alimente le soulèvement anti-Bourbon en Catalogne, qui mobilise 8000 personnes et réclame la restitution des lois et institutions abolies par la Nueva Planta. Le caractère complexe de la négociation s'illustre encore davantage par l'opération définitive de contournement. Le régent, en lisant l'accord autrichien, se montre indisposé dans la proposition impériale de préambule à l'attente pour Don Carlos. Philippe V était désigné comme possesseur en droit et le roi de Sicile reconnu est le duc de Savoie Victor Amédée II. Plus encore, la cour impériale sollicite une renonciation supplémentaire de la part du régent concernant ses droits à la succession d'Espagne, alors que ceci avait déjà été fait en mars 1713 avant même la signature des traités d'Utrecht. Le régent exige que Dubois, toujours à Londres, établisse un texte final demandant une reconnaissance absolue du droit des enfants de Philippe V et d'Élisabeth Farnèse aux successions italiennes. Le compromis devenait facile à rejeter pour la cour de Vienne. Le duc avait refusé de signer le texte de l'alliance, soutenant depuis des mois que la quadruple alliance ne serait rien d'autre qu'une ruse de la part de Georges Ier et de l'empereur, afin d'obtenir Brême et Verden, d'une part, et la Sicile, de l'autre. Le régent demande au comte de Cheverny, puis au duc d'Antin, de signer l'alliance. Ainsi, un traité bilatéral franco-anglais voit le jour, contenant 4 conditions essentielles. D'abord, l'empereur renoncerait au trône d'Espagne. Philippe V renonce à la Sardaigne en faveur de l'empereur, qui la rétrocéderait au duc de Savoie, après avoir obtenu lui-même la Sicile. Charles VI put donc prendre la Sardaigne au cas où le duc de Savoie contrôlerait toujours la Sicile et refuserait de coopérer. Ensuite, le traité prévoyait l'investiture ultérieure de Parme, Plaisance, Toscane aux enfants mâles issus de l'union entre Philippe V et Élisabeth Farnèse, garantie entre-temps par des garnisons suisses neutres. Finalement, l'Espagne disposerait d'un délai de 3 mois pour accéder à ces conditions. Le traité franco-anglais, regroupant les conditions de la quadruple alliance, fut donc signé à Paris le 18 juillet 1718. Après tous ces événements, Philippe V se débarrasse de Giulio Alberoni en décembre 1719, mettant fin au conflit par le traité de La Haye en 1720. Dans ce traité, le duc de Savoie, Victor Amédée II, échange l'île de Sicile contre la Sardaigne, qui, bien que d'importance mineure, eut à l'avenir un rôle capital dans l'unification de l'Italie, un siècle et demi plus tard. Après la destitution d'Alberoni, Philippe V veut que les puissances de la quadruple alliance reconnaissent ses conquêtes de la Sardaigne et de la Sicile, et exige de la Grande-Bretagne la restitution de Gibraltar et de Minorque. Mais finalement, il est contraint de signer à La Haye en février 1720 le retrait des troupes de Sardaigne et de Sicile, la renonciation à tout droit sur les anciens Pays-Bas espagnols, désormais sous la souveraineté de l'empereur Charles VI, et de réitérer sa renonciation à la couronne de France. La seule chose que Philippe V obtient en retour fut la promesse que la succession au duché de Parme, au duché de Plaisance et au duché de Toscane reviendrait aux enfants mâles.
Comme on l'a vu, la guerre de la Quadruple Alliance 1718-1720 a été causée par les tentatives espagnoles de récupérer les territoires perdus convenus par la paix d'Utrecht en 1713. Principalement menée en Italie, elle comprend des engagements mineurs dans les Amériques et en Europe du Nord, ainsi que le soulèvement jacobite de 1719 soutenu par l'Espagne. Philippe V reprend la Sardaigne en 1717 sans opposition, suivi d'un débarquement en Sicile en juillet 1718. Cela a conduit la Quadruple Alliance le 2 août 1718, comprenant la Grande-Bretagne de Georges Ier, la France du régent Philippe d'Orléans et du roi Louis XV, le Saint-Empire romain germanique de Charles VI et les Pays-Bas. La guerre se termine avec le traité de La Haye en 1720. Cela rétablit la position d'avant 1717, mais avec la Savoie et l'Autriche échangeant la Sardaigne et la Sicile. L'Espagne reconquérera le royaume de Naples lors de la guerre de succession de Pologne en 1733-1735. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.